moi, j'aime la transparence. Moi, j'aime discuter des choses. Ça va pas toujours bien dans l'entreprise, ça va pas toujours bien dans les relations. Il faut avoir le courage d'en discuter ensemble. Il faut embrasser le changement parce que si on n'évolue pas, puis si on n'embrasse pas ce changement-là, bien, éventuellement, on perd notre avantage concurrentiel. Oui, le marché peut être intéressant, mais si tu n'as pas les gens, si tu n'as pas le talent pour réaliser ces projets-là, si tu n'es pas capable de les attirer, tu ne l'auras pas, la croissance. Elle part de l'humain. Puis, notre slogan, c'est l'humain au centre de l'ingénierie. Donc, le modèle est au centre de l'humain. Puis, attirer ces talents-là passe par ce modèle-là. CIMA, c'est une culture de collaboration pour atteindre l'excellence. Oui. Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs dans la croissance de leur entreprise et j'avais vraiment envie de faire briller leur histoire, souvent atypique, en créant le podcast Histoire d'hypercroissance. Cet épisode vous est présenté par Big Bang, qui accompagne les entreprises dans leur croissance en maximisant la valeur de leur technologie. J'ai la chance de collaborer depuis des années avec Big Bang et Gabriel et son équipe, ce sont vraiment des gens, une équipe extraordinaire dédiée à vraiment trouver la meilleure solution technologique pour supporter la croissance dans les organisations. Pour en savoir plus, simplement cliquez sur le lien dans la description de l'épisode et vous pourrez faire l'évaluation gratuite. Ça fait plus de 5 ans que l'équipe y met tout son cœur à la réalisation de ce balado. On voit dans les statistiques que la majorité de nos auditeurs ne sont pas abonnés. Alors, j'ai une faveur à vous demander de cliquer sur le bouton « S'abonner ». Ça aide le podcast plus que vous le pensez. Plus l'audience grandit, plus nous pouvons continuer de vous offrir des histoires hyper inspirantes. Merci et bonne écoute. Denis Tivierge, bienvenue. Merci de l'invitation, Cléo. Super contente que tu sois ici. Ça fait tellement longtemps que je veux t'avoir sur le podcast parce que tu es à la tête de CIMA+, qui est parmi l'une des plus grandes firmes d'ingénierie conseil au Canada. Donc, 3500 employés à ce jour. Oui. Alors, c'est vraiment exceptionnel, avec un modèle d'affaires unique où on parle de plus de 500 actionnaires dans l'entreprise. Alors, on a plein de choses à apprendre et à décortiquer ensemble. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. Et c'est pour ça que je suis contente d'en parler, parce que souvent, on n'a pas accès à ces grandes entreprises-là, mais je pense que vous êtes une belle inspiration pour le Québec, le Canada. Et je suis contente, en fait, que tu prennes le temps de venir nous voir aujourd'hui. Mais j'aime toujours commencer par connaître l'humain, l'individu derrière ces grandes organisations-là. Alors, Denis, je vois que tu as le jonc d'ingénieur. Oui, moi, je ne l'ai jamais porté, mais bon, j'ai travaillé dans le pharmaceutique. Je n'avais pas le droit de porter des bijoux, fait que on dirait que je les laissé de côté. Mais moi, je vois que tu as le jonc d'ingénieur, firme d'ingénieur. Alors, raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené à la tête de CIMA? Bien, premièrement, moi, je suis né à Québec, dans une banlieue de Québec, tout près de l'aéroport. Puis, en très bas âge, j'ai vu énormément d'avions passer dans le ciel. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. J'ai toujours été un bricoleur à la base. Puis, l'ingénierie, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment. Okay. Mon père est un comptable, il travaillait dans un service de comptabilité à la Ville de Québec. Puis, à travers le temps, je me suis informé un peu plus sur ce qu'il faisait. Puis, il m'a invité à une journée dans son entreprise. Je voyais ce qu'il faisait, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était plus les ingénieurs qui travaillaient sur des plans de l'autre côté. Puis, naturellement, c'est quelque chose qui m'a interpellé. Puis, naturellement, quand tu es à l'école élémentaire ou même à l'école secondaire, tu cherches toujours ce que tu veux faire dans la vie. Oui. Puis, cette journée-là m'a ouvert des perspectives. On n'était pas à une époque où l'Internet était présente, avoir de l'information sur les carrières admissibles. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Puis, j'ai pris plus d'informations. Puis, naturellement, je me suis inscrit en sciences pures. Je pense que c'était le chemin le plus facile là, pour s'ouvrir plusieurs portes. Puis, j'ai été étudiant en ingénierie pour dans le fond, vivre ma passion de pouvoir travailler éventuellement dans le monde de l'aéronautique. Ça ne s'est pas concrétisé. Je suis atterri dans une firme de génie conseil avant d'être chez CIMA, donc j'ai eu une autre carrière avant. Oui. Puis c'est vraiment un milieu qui m'a passionné parce qu'il y avait, ça rejoindre deux choses que j'aimais. La science, oui. Construire des choses. Moi, je suis un grand bricoleur. Je bricole plein de choses encore.
Puis les relations humaines aussi, parce que dans le fond, c'est une consultation. Donc, il y a tout l'aspect relationnel, l'aspect satisfaire des clients. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant. C'est pas juste la recherche. Oui. Tu développes quelque chose, il y a une partie scientifique. Oui. Donc, ça te permet de pouvoir réaliser des ouvrages concrets et aussi de répondre à des besoins humains puis avoir des interactions. Donc, c'est... Ça combinait les deux. Puis quand t'étais quel genre de jeune, là, quand t'étais-tu un sportif? T'étais-tu... J'étais quelqu'un de très introverti. OK. Ouais, étrangement, peut-être aujourd'hui, c'est Ben différent. oui. Je me suis affranchi, je dirais, d'une certaine manière. J'ai eu de l'aide pour le faire parce que quand j'étais jeune, j'étais une personne assez introvertie. J'avais un cercle d'amis assez restreint. J'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup en solitaire. J'étais un studieux. J'étais quelqu'un Ouais. qui était toujours été un curieux. Une certaine gêne. Je dirais, je suis encore blond. À cette époque-là, la puberté est plus tardive. Ouais. Donc, c'était quelque chose que ça m'a peut-être pas donné la chance de m'exprimer autant. Là. J'étais quelqu'un qui était assez réservé, assez timide. Ouais. Puis, j'aimais quand même le sport, mais j'aimais bricoler des choses. Moi, j'allais dans la forêt, dans le bois, je construisais des cabanes. C'était quelque chose qui me passionnait. Ouais. J'ai toujours été un bricoleur. Je faisais des petites boîtes à savon. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui avait un marteau, qui avait une drill, qui voulait construire quelque chose. Quelqu'un de projet, même quand j'étais jeune. Donc, les amis que j'avais, c'était des gens on avait un projet qu'on devait réaliser. J'ai fait du sport, mais rien de professionnel. Donc, j'ai vraiment toujours été quelqu'un qui voulait construire des choses. Donc, avec le temps, mon premier patron m'a donné un peu plus d'exposure. Je ne veux pas angliciser les choses, mais m'a donné une certaine confiance. Il y a un certain potentiel, puis ça m'a permis de m'extrovertir, de rencontrer des gens, de pouvoir mettre en lumière ce que je faisais, ce que je bricolais, les idées que j'avais, avec un plus grand cercle de gens que juste, dans le fond, pour ma propre personne. Ouais. Puis ça m'a ouvert des opportunités. Puis je pense que ça a participé à la carrière que j'ai eue aujourd'hui. À la carrière à qui tu es aujourd'hui. Ouais. Et quand on parle de bricolage, là, c'est quoi tes plus grandes réalisations de bricolage que tu es fier? Mes plus grandes réalisations de bricolage sont à plusieurs niveaux. Moi, j'aime la mécanique automobile, donc j'aime la pêche, j'aime la chasse, donc... Tout dans ces eaux-là. Ça, mon camp de pêche, mon camp de chasse, c'est un beau bricolage. Là. Ça fait peut-être une quinzaine d'années. Construit quelque chose vraiment reclus là, en Abitibi, où il n'y a pas d'eau courante, il n'y a pas d'électricité. C'est un beau projet. C'est un beau projet. Là. Construire ça, être en mesure d'avoir l'électricité, de l'eau courante, avoir un certain confort. Amener l'ensemble des matériaux, c'est quelque chose ça prend 7 heures se rendre là, de Montréal. Donc ça, c'est une belle petite réalisation que je partage. Je suis toujours là toutes les années avec mon frère, avec mon oncle. C'est quelque chose de familial. On a la chance de pouvoir aller dans le bois et avoir du plaisir ensemble. Donc ça, c'est une belle réalisation de bricolage. La maison, j'ai un chalet, la maison, tous les travaux intérieurs, l'électricité, la plomberie, il n'y a rien que je ne fais pas. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime faire. Tu as fait génie quoi, toi? Tu as fait génie? Mécanique. Mécanique, OK. Ça t'a ouvert les portes. Ça m'a ouvert... oui, j'ai toujours été un passionné, même avant de faire ça. J'étais tout jeune à la maison de mes parents. Moi, j'ai refait le sous-sol, je faisais l'électricité, je faisais la plomberie, la finition. J'ai toujours aimé construire quelque chose. Puis c'est encore la même chose aujourd'hui. Je peux pas passer un week-end à juste avoir du plaisir, à juste faire une activité, de la marche. J'aime la marche, je vais faire de la raquette. Mais j'ai toujours besoin d'avoir un projet. Quelque chose à construire, quelque chose à réaliser. Ça prend un accomplissement. Un accomplissement, oui. C'est ce qui t'a défini, en fait. Ouais. Puis j'imagine t'enchaîner dans ta carrière, projet après projet et tout. Exact. Fait que quand tu as commencé, mettons, comme ingénieur, c'était quoi les premières jobs que tu as eu, les premiers travails, les premiers projets? Oui. Je t'ai dit que j'ai grandi dans la grande ville de Québec. Donc, mon premier emploi était pour un chantier naval qui existe toujours, qui est la Miel Lévis, à Lévis. Donc, ça a été un très, très grand chantier sur lequel j'ai eu la chance de participer en très bas âge. C'était la construction d'une plateforme oil drilling platform, là, une plateforme d'exploitation d'huile.
Donc, cette plateforme-là, j'ai eu la chance, en très bas âge, d'être accompagné par un mentor, qui est un ingénieur allemand, qui avait une expertise, justement, en réalisation de navires et surtout de plateformes d'exploitation d'huile. Puis, il m'a entraîné. Donc, j'ai travaillé sur de très, très grands ouvrages en partant. Puis, naturellement, malheureusement, je dirais, il y avait une situation économique où est-ce que le chantier naval a eu des difficultés. Puis mon patron de l'époque, qui était un architecte naval, m'a dit, Denis, je pense qu'il serait temps que tu commences à regarder ailleurs parce que je pense qu'on anticipe peut-être certaines mises à pied. Et puis, c'était le début de, tu te rappelles sûrement, là, les plateformes de recherche d'emploi, le Job Boom de ce monde, Monster Inc., là, sur Internet. Donc, j'avais envoyé un paquet de CV à travers le web, là, c'était pas le cloud encore, mais j'avais envoyé ça. Puis, j'ai eu un appel d'une entreprise qui était basée dans l'Ouest canadien, à Mackenzie, qui est une très, très petite municipalité à 800 km au nord de Vancouver. Là, juste pour te donner, c'est 3000 personnes qui vivaient là. L'économie tournait autour de deux usines de moulins à papier. Donc, c'était vraiment... à l'époque, je te dirais que le prix de la pâte du papier était encore très bon. Puis le projet, c'est d'agrandir l'usine qui était là-bas, d'augmenter la production. Je parlais pas anglais du tout à l'époque. J'ai trouvé que c'était une belle opportunité de pouvoir aller apprendre l'anglais, aussi de vivre dans une communauté qui était différente. Puis, je suis allé vivre là-bas pendant quelques temps. J'ai travaillé sur un projet qui était intéressant. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais, je devais avoir 25 ans, 24-25 ans. OK. Donc, au début de ma carrière. Là, puis, c'est une belle expérience. Naturellement, c'est là que j'ai développé une passion un peu pour les activités de chasse, pêche, tout ça, parce que c'était vraiment un endroit que les gens faisaient de la motoneige. C'est ce qu'il y avait à faire beaucoup. Quelque chose que j'ai ramené avec moi quand je suis revenu à Montréal. Mais c'était vraiment un endroit où j'apprêtais avec des gens la culture était différente, le langage était différent. C'était aussi un petit défi. Moi, j'aime les défis. Je suis quelqu'un qui a toujours besoin d'un défi, j'aime pas dire les obstacles, mais j'aime avoir un défi, être capable de pouvoir les surmonter. Ça en était un à l'époque que je m'étais donné, que j'ai fait. Puis c'est quelque chose que j'aime. C'était quoi le travail que tu faisais là-bas? Oui, le travail, dans le fond, moi, j'étais en charge, quand même jeune, d'une équipe. Il y avait différents procédés à l'intérieur de l'usine. Et puis moi, c'était d'augmenter la capacité de ce qu'on appelle la partie blanchiment de cette usine de pâte Kraft. Donc, j'ai travaillé avec une équipe de techniciens, des gens à la maintenance. C'était vraiment toute la partie opération du procédé de blanchiment de l'usine de pâte et papier là-bas. Tu es resté là combien de temps, à peu près? Je suis resté là environ 1 an. OK. Ouais. Fait que là, l'anglais parfait après ça, là, meilleur moyen de l'apprendre, j'imagine. J'aurais resté un petit peu plus longtemps. Naturellement, je suis revenu... ma mère a souffert d'un cancer. Elle a eu 2 cancers. Un à très bas âge. Je suis revenu. Je me suis établi à Montréal. Je voulais retourner à Québec. Puis, il y avait plus d'emplois, il y avait plus d'opportunités à Montréal. Je suis m'établir à Montréal. Ça m'a permis d'être beaucoup plus proche de Québec. Puis, j'ai fait ma vie ici, à partir de là. Donc, j'ai eu la chance de travailler pour une entreprise de génie conseil ici, avant d'entrer chez CIMA, il y a 18-19 ans. En 2008, hein, je pense, c'est ça, ton 2008? Oui, 2000, je suis entré, 2007, 2008 actionnaire. Exactement, je suis entré en 2007. L'année suivante, je suis tombé actionnaire. Puis, j'ai eu différents rôles. Différents rôles. Puis, raconte un peu, tu sais, quand tu es arrivé chez CIMA, là, aujourd'hui, on parle de 3500 employés. Est-ce que tu te rappelles, à ce moment-là, c'était combien? C'était quoi la grosseur, un peu, de l'organisation? Écoute, aujourd'hui, on est, environ 500, 550 actionnaires. Là. Oui. On a 2 catégories d'actionnaires, associés et délégués. Quand je suis arrivé, je pense qu'on était de l'ordre de 50. OK. Donc, si je fais le même parallèle de ratio, on doit peut-être 400 employés, quelque chose du genre, 500 peut-être. Ouais. Fait qu'il y a eu une croissance phénoménale, en fait, dans les dernières années. Oui. Moi, quand je suis arrivé, on était exclusivement... on avait juste des opérations au Québec. OK. Puis, par la suite, on a ouvert sur d'autres provinces au Canada. Et là, on n'est pas gêné de dire qu'on est d'un océan à l'autre.
absolument. Hein? On est plus de 40 bureaux, je pense, à travers... Oui, je pense qu'on est rendu, on a ouvert notre 41e bureau. 41e bureau, wow, ouais. OK. Et là, dans le fond, la question qui se pose, c'est, OK, là, on voit un peu ton parcours, un désir de bricoler et tout, les études qui vont en conséquence, le génie mécanique, aller tester, aller découvrir. Et là, firme d'ingénierie. Et là, tu arrives chez CIMA, mais tu as joué différents rôles, même un rôle de CFO, hein, un rôle financier. Fait que raconte-nous un peu ton parcours parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, des leaders qui disent « Oui, mais moi, présentement, je suis dans une entreprise puis j'aimerais ça devenir président. Fait que, tu sais, j'aimerais ça comprendre ce parcours-là. Oui. Bien, en fait, quand je suis entré chez CIMA, j'avais pris la responsabilité, là, dans le fond, la charge du groupe mécanique électricité Oui. de la grande région de Montréal, qui était un groupe en développement. On n'était pas beaucoup, il était peut-être un groupe d'une vingtaine de personnes. Et puis, rapidement, ben moi, j'avais quand même développé des relations humaines avec plusieurs personnes, des clients, des fournisseurs. On a eu une croissance rapide. Excuse-moi. Puis, j'ai pris, je pense, l'année suivante, la partie structure. Donc, j'avais l'ensemble du groupe bâtiment que je pilotais pour la grande région métropolitaine. Donc, oui, je faisais encore des projets, mais de moins en moins. J'étais beaucoup rendu au développement des affaires, la gestion de l'équipe, du capital humain, l'excellence. Moi, j'ai toujours aimé toute la partie qualité de ce qu'on livrait en termes de projet. Puis avec le temps, on m'a donné d'autres responsabilités. Je suis devenu directeur du bureau de Montréal, donc la négociation des baux, du bail, naturellement, du bureau de Montréal. Je suis monté sur le comité de direction, je pense, en 2016 environ. Et puis, à un certain moment, on avait un chef des opérations qui prenait sa retraite. Mon président de l'époque m'a approché à savoir si j'étais intéressé. Il trouvait que j'avais les qualités pour le faire. Donc, je suis devenu COO, Chief Operating Officer, donc chef de l'exploitation là, en français. Puis, à la même période, on avait notre CFO qui a quitté l'entreprise pour différentes raisons. Je pense que c'est quelques mois après que j'ai commencé mon poste de COO. Et puis, à ce moment-là, mon président me dit, serais-tu intéressé à pouvoir combiner les deux rôles, le temps qu'on trouve une personne pour remplacer la personne aux finances. Donc, dans l'intérim, j'ai dit oui. Puis, très rapidement, on est entré dans la pandémie. Donc, j'ai commencé mon rôle de CEO en 2019. Puis, rapidement, malheureusement, la pandémie est arrivée. On n'était plus vraiment dans une période d'investissement. On était vraiment plus dans une période, je veux dire, de préserver la trésorerie, donc ce qu'on appelle cash is king. Puis, à ce moment-là, c'était plus, mon président dit, Denis, peux-tu t'assurer qu'on sécurise notre trésorerie? Donc, c'était rapidement des analyses de forecast sur les comptes à recevoir, qu'est-ce qu'on va être payé, pas payé, nos clients privés, nos clients publics, tout cet enjeu-là. Pour prendre les bonnes décisions, on pourrait réduire ou optimiser nos dépenses. Puis ça, c'est quelque chose qui a duré quand même assez longtemps. Puis là, moi, ce que je voulais faire, c'est quand j'ai pris le service des finances, en dehors de la gestion de la trésorerie, c'était aussi de s'assurer du forward-looking. Ça allait revenir, cette période d'investissement-là. Puis j'ai lu des livres, comme je te disais, j'étais un curieux de nature. Oui, hein? J'avais déjà fait des cours en administration, mais là, je suis retombé dans mes livres. J'ai même retourné à HEC prendre des cours pour me remettre à niveau, je dirais. Puis là, c'était la mise en place avec l'équipe de finances d'un plan stratégique de croissance. Donc, naturellement, voir qu'est-ce qu'on avait de possibilités comme dette à prendre pour faire la croissance. Donc, on a fait un plan stratégique financier, je te dirais. Oui. Puis, la combinaison, autant de gérer les opérations, mise en place de beaucoup de nouveaux outils pour suivre, dans le fond, nos KPI importants, mise en place de Power BI. On s'est beaucoup plus informatisé, pouvoir mettre ça aussi disponible à l'ensemble de nos équipes. Donc, ce que ça m'a donné comme perspective, autant de gérer les opérations, développer les bons outils, se donner les bons éléments de suivi pour optimiser nos opérations, les processus à mettre en place et la partie financière qui était intimement liée, ça m'a donné une grande visibilité là, sur l'ensemble, dans le fond, de l'entreprise, les différentes parties prenantes, les différents secteurs qui étaient requis pour la faire vivre, cette entreprise-là.
Et puis, quand mon président a décidé qu'il allait prendre sa retraite, bien, il y a eu un processus ouvert qui a été conduit pour la succession du poste de CEO. J'ai été identifié comme un potentiel. Puis, j'ai passé le processus avec... nous, on a un board indépendant, un CA indépendant. Puis, il y a eu un processus ouvert. Puis, bien, finalement, j'ai été la personne qui a été choisie pour reprendre ce rôle-là. Puis, je le joue depuis les 3 dernières années. Là, je célèbre la semaine passée, c'est notre Assemblée générale des actionnaires. Puis, c'était ma 3e. Donc, ça fait 3 ans que je joue ce rôle-là. Donc, concours de circonstances, effort. Oui. Puis... la recherche d'excellence, moi, je pense que ça te définit bien un peu, tu sais, dans ton désir de toujours bien faire les choses et tout ça. Et si je peux me permettre, Denis, on a travaillé ensemble, Oui. j'ai vu ton équipe de direction et j'adore ton style de leadership. Quand je te vois intervenir, tu es quelqu'un et j'aime ça parce que tu es hyper préparé. Tu réfléchis avant. Pour être sûr que quand tu arrives à tes journées de retraite ou de réflexion, c'est une exécution sans faille. C'est bien, c'est réfléchi, c'est pensé. Et je t'avais parlé d'un concept, Jim Collins, tu l'aimais déjà. Tu es allé voir aussi Jim Collins. Oui. Fait, comment ça a été, ça, ce week-end-là, justement? Ça a été super. Ça a été révélateur. En fait, Jim Collins, j'avais appris à le connaître à travers mon prédécesseur, qui, lui, avait amené certains concepts. Donc, vous avez envoyé le livre Good to Great, Build to Last, donc des livres que j'avais lus. Et puis, comme je te disais, je suis un bricoleur. Moi, j'aime lire, j'aime le concept, mais l'application me passionne beaucoup plus. Une grande idée demeure une grande idée seulement, tant aussi longtemps qu'elle n'est pas en pratique, puis tu la vis pas, puis tu vois le résultat. Puis, moi, c'est quelque chose sur lequel je voulais capitaliser. Je trouvais que c'était un beau concept, mais en dehors d'être un concept d'un universitaire, d'un grand chercheur, comment on peut matérialiser là? Ça peut-tu marcher, cette affaire-là? Puis, à travers une connaissance commune, j'ai eu ton nom. Puis, c'est Catherina qui m'avait dit, ben parle à Cléo. Elle a justement, elle implante ces concepts-là, elle les matérialise dans certaines entreprises. C'est là que j'ai été en communication avec toi. Puis, tu as participé à nos 2 dernières retraites stratégiques. Et puis, tout le concept de la flywheel qu'on a mis en place, avant de l'implanter, ça a été révélateur parce que j'ai eu la chance de passer 2 journées avec Jim Collins. Et puis, un groupe restreint, je pense qu'on était une vingtaine de CEO à travers l'Amérique du Nord. Je te dis, à travers le monde. Il y avait des gens même de l'Australie, il y avait des gens de l'Inde. Il fait ça une fois par année à Boulder, dans le fond, il demeure. Puis ça a été le bien parce qu'on arrivait là. Chacun des gens avait déjà bâti sa propre flywheel. On pouvait échanger, challenger entre nous. Jim Collins lui-même regardait nos propres concepts, pouvait nous aider à pouvoir optimiser des choses. Puis, quand je suis revenu et on l'a implanté, j'avais une certaine assurance que non seulement on l'avait bâti en équipe, tu avais participé à bâtir cette flywheel-là avec l'ensemble de notre équipe de direction, mais là, il était challengé par d'autres personnes à travers le monde. Monsieur Collins lui-même. Donc là, quand tu reviens, tu l'implantes puis tu la présentes à l'ensemble de tes troupes, de l'ensemble de l'équipe. Ça donne un sentiment d'assurance. Puis, je dirais que ça a été révélateur. On l'a utilisé, on a bâti nos initiatives stratégiques en fonction des différents piliers qu'on a identifiés. Puis, la semaine passée, c'est notre GA, comme je te disais, puis on est en avant de nos indicateurs, de tous nos indicateurs. Donc, ça fonctionne, ce concept-là. Fait que le momentum est là. Il est créé avec la flywheel, exact. Puis c'est vrai ce que tu dis, je pense. Puis, tu sais, comment tu décrirais, parce que, tu sais, souvent, et là, pour les auditeurs qui trouvent ce concept-là intéressant, il y a un petit livre de Jim Collins qui est très simple, qui s'appelle Turning the Flywheel, tu sais, qu'on peut lire, qui est facile à lire et tout. Mais tu sais, je pense... Le monogramme qu'on appelle. Le petit livre, le monogramme, exactement. Mais tu sais, je pense, en fait, puis tu sais, là, tu l'as nommé tantôt. Puis c'est ça que j'apprécie de toi. Tu es capable de dire, de comprendre des grands complexes, une grosse structure qui n'est pas évidente. Mais je pense que les concepts de Jim Collins, quand tu les appliques, ça simplifie et c'est possible de cascader après aux différents... partout dans ton organisation pour comprendre une croissance qui va être simplifiée dans son explication aussi. Il y a tout ce volet-là aussi qui est tangible. Oui, absolument. Puis ce qui est bien, c'est que la fameuse flywheel, quand on la met en place, quand on identifie nos initiatives, puis sont identifiées en équipe, mais par la suite, ce que j'aime faire, ce qu'on a fait les dernières années, c'est que chacune des initiatives ciblées,
on y trouve un propriétaire, Oui. un leader. Donc, on forme des groupes à travers, qui sont pilotés par naturellement les membres du comité de direction, Oui. qui s'associent les bonnes ressources, qui vont aller reach out aussi avec d'autres intervenants à l'intérieur Oui. de l'entreprise. Et puis, sur une base récurrente, mensuelle, à toutes les fois qu'on Oui. a un comité de direction, on présente l'avancement de nos initiatives. On essaie de garder ça simple, puis je pense que c'est toi qui avais dit, essaye de garder ça simple. Des codes de couleur. Est-ce qu'on est vert? Est-ce qu'on est jaune? Est-ce qu'on est rouge? Oui. On présente celles qui sont vertes, parfait, on n'a pas allé en détail. Celles qui Oui. sont rouges, qu'est-ce qu'on a à faire pour s'assurer qu'elles avancent mieux? Puis c'est le genre de compte-rendu que j'aime aussi amener à mon comité, non pas comité de direction, mais à mon CA. Oui. Et le CA est en mesure de pouvoir aussi nous aiguiller à certains égards sur comment on peut avancer les choses. Exact. Mais plus qu'on met cette rigueur-là, plus qu'on s'assure qu'on la met en place, Oui. qu'on la suit, bien plus que ces initiatives-là, dans le fond, se réalisent. Oui. Puis, ils créent ce momentum-là, puis ça soutient la croissance de l'entreprise. Ouais. Oui. Une autre chose que tu as beaucoup, c'est la... Tu sais, on parle de... Tu sais, je te vois là, recherche d'excellence, curiosité, mais la discipline d'exécution aussi. Oui. Ouais. Peux-tu nous parler de ça un peu? Tu sais, comment ça fonctionne avec ton équipe? Parce que tu as un bon rythme d'exécution. Donc, explique-nous comment tu vois ça. Bien, l'exécution, tu sais, moi, j'ai toujours dit que j'ai comme 3 choses en tête que je dis qui sont importantes pour assurer la croissance et la réussite du plan, des résultats qu'on vise comme entreprise. La stratégie. La stratégie, il faut la remettre en question. Je pense qu'on le fait sur une base annuelle. On a un plan stratégique, mais il faut l'adapter en fonction de l'évolution de l'environnement. C'est ce qu'on fait. La partie exécution est très importante, j'en parlais à la fin. L'autre partie, je dirais, qui est importante après la stratégie, c'est ta structure. Oui. Comment tu t'organises dans ta structure pour t'assurer que tu vas bien livrer ta stratégie, puis naturellement l'exécution. Puis l'exécution est aussi tributaire de ta structure. Et puis, moi, ce que j'aime, c'est m'assurer qu'on a une rigueur dans l'exécution. Donc, les milestones d'avancement, les suivre, puis adapter, pas avoir peur du changement. Nous, on vit de grands changements chez nous. Moi, je suis dans une période transformationnelle. Notre modèle d'affaires, d'opération est en évolution. Le modèle d'actionnariat est en évolution. La structure est en évolution. C'est beaucoup de changements. Puis souvent, on me fait dire, il y a beaucoup de changements en même temps, Denis. Mais il faut embrasser le changement parce que si on n'évolue pas, puis si on n'embrasse pas ce changement-là, bien, éventuellement, on perd notre avantage concurrentiel. Oui. Et puis, l'exécution, bien, il faut... Moi, j'appelle ça ce qu'on a qualifié chez nous, le 20-mile march, qui est un autre concept de M. Collins. Oui. Mais le 20-mile march est important. Investir, la stratégie, ouvrir des marchés, certes. Mais quand on a atteint des milestones d'exécution, on s'est donné tel milestone, on l'a atteint, on ouvre une prochaine porte. Parce que si tu ouvres trop de portes en même temps, c'est ça. bien, éventuellement, là, ou si tu arroses trop de plantes en même temps, bien, éventuellement, tu n'as pas le temps d'arroser la première, elle n'est pas capable de pousser par elle-même. Oui. Puis tu es déjà rendu une deuxième, la première meurt. Donc, il y a comme une exécution qui est requise, selon moi. Donc, peut-être la croissance peut paraître moins rapide, mais elle est durable. Oui. Donc, l'exécution, pour moi, c'est primordial. Puis des exemples, justement, de croissance, tu sais, parce que vous avez quand même fait des belles acquisitions, puis ça se poursuit, hein? Oui. Tu sais, fait que peux-tu nous expliquer un peu, justement, ces milestones-là importants dans les dernières années? Au niveau de nos acquisitions? Oui. Oui. Bien, les acquisitions, moi, je dirais que, naturellement, on n'est pas une entreprise cotée en bourse. Là. On n'a pas peut-être les mêmes moyens financiers, mais notre approche en termes de fusion-acquisition, j'aurais plus acquisition. Les fusions sont beaucoup moins monnaie courante là, dans l'économie d'aujourd'hui, mais sont beaucoup plus chirurgicales. Nous, dans le fond, ce qu'on veut s'assurer dans notre modèle, c'est qu'on crée de la valeur puis qu'on ne brise pas de la valeur qui a déjà été créée. Donc, on va avoir peut-être des acquisitions qui sont plus nichées en termes de dimension géographique, expertise, qui sont complémentaires à ce qu'on a déjà. À s'assurer, dans le fond, qu'on ne vient pas briser une certaine valeur qu'on a déjà créée. Puis souvent, bien, c'est ce qui se passe dans des grandes acquisitions. Les grandes acquisitions, l'intégration. Donc, tu viens mettre des gens qui ont un peu les mêmes rôles, responsabilités, la même géographie, la même expertise,
qui prend le takeover sur l'autre. Donc, ça crée souvent des enjeux. Puis, ça peut paraître intéressant à première vue. Ça peut faire bouger ce que j'appelle l'aiguille du marché. Mais à long terme, ça ne se traduit pas vraiment par une croissance durable. Donc, nous, on a un plan vraiment... on a un plan d'acquisition, mais c'est un plan d'acquisition que je dirais qui est chirurgical. Donc, vraiment en fonction de certaines géographies, certaines expertises qui sont complémentaires à des choses qu'on a créées en termes de valeur. Puis, pour l'instant, je vous dirais... moi, l'indicateur que j'aime le plus mesurer au terme du succès d'une acquisition, on le présente à notre comité d'audit, puis naturellement, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'écart d'acquisition, mais tu as une entreprise qui est rentrée avec toi. Après la première année, la deuxième année, combien de gens, je ne parle pas de piastres, là, combien de gens étaient là au départ qui sont encore là? Oui. Combien de gens se sont additionnés? La rétention. Ça parle beaucoup. Donc, si les gens sont là, c'est que ça fonctionne. C'est que tu as créé une synergie. Les synergies sont là. C'est difficile à mesurer, les synergies. Tu rentres un groupe, qu'est-ce qui crée dans les autres groupes? Toute cette synergie-là, cette dynamique-là d'expertise sur expertise, on peut toujours être en mesure de l'évaluer d'une certaine manière. Mais quand les gens demeurent là, puis quand les gens demeurent ou s'additionnent dans l'entité qui a intégré ton groupe, ben, ça démontre déjà que cette synergie-là a été créée. Parce qu'autrement, ben, il aurait quitté. Il ne serait pas retrouvé à l'intérieur de cette entité-là. Puis nous, cette rétention-là, elle est excellente. Donc, ça démontre que je pense que le plan fonctionne bien. J'imagine aussi, quand tu disais, il y a des acquisitions où tu vas chercher probablement du talent ou des expertises spécifiques, fait que tu veux que ces gens-là restent aussi, et qu'il y a une belle synergie. Et dans les différents domaines d'expertise, parce que vous couvrez quand même assez large, peux-tu nous parler des domaines puis des exemples de niches que vous êtes allés chercher? Oui. En fait, on a 4 grandes unités d'affaires, lignes d'affaires. Énergie-ressources en étant une, bâtiment, transport et infrastructure. Donc, infrastructure municipale, tout ce qui est traitement, gestion de l'eau. Donc, ça, c'est les 4 grandes lignes d'affaires. Puis on a aussi ce qu'on appelle des lignes transversales. Donc, des secteurs d'affaires qui sont plus transversaux, qui viennent en aide ou qui créent ces synergies-là avec les 4 lignes d'affaires plus verticales qui sont gestion de projet, qui est applicable à l'ensemble de nos secteurs. Tout ce qui est technologie de l'opération, digitale. Et puis, on a également tout ce qui est environnement, sciences de la Terre. Donc, qui viennent aussi travailler. Ils ont aussi de leurs propres clients, mais souvent, on a travaillé de façon verticale dans nos grandes lignes d'affaires. Donc, ça, c'est les 7 secteurs, je dirais, d'activité, d'expertise, où est-ce qu'on est présent. Et puis, qu'est-ce qu'on a ajouté comme expertise dans les dernières années, en dehors de ces secteurs principaux-là? On a ajouté tout ce qui est planification urbaine. Donc, ça, c'est une autre niche une acquisition qu'on a fait récemment. Un groupe en advisory, donc tout ce qui est plus service conseil au niveau de la décarbonisation de l'économie. Donc, c'est des ajouts qu'on fait qui viennent aussi en complément. Solutions numériques. On est allé chercher une firme qui avait une expertise en automatisation, solutions numériques, qui nous aide autant à développer des solutions pour des clients que des solutions à l'interne pour nous optimiser dans nos propres procédés de réalisation de projets. Donc, ça, c'est vraiment la partie plus transversale qui vient en aide, dans le fond, à assurer une optimisation de nos opérations, de nos processus, donc développement de solutions numériques. L'intelligence artificielle peut faire aussi partie du développement de ces solutions-là à certains endroits. Parce que, tu sais, quand on le voit, tu sais, puis justement, quand je pense à justement ton comité de direction, il y a quand même les reprentants de chaque secteur qui sont là. Et tu as quand même un stratège aussi, tu sais. C'est quoi son titre? En fait... On a fait, on disait qu'on avait le changement, la structure, c'est toujours une chose à adapter. Donc, il y a quelques années, on a revu, on a ajouté des rôles au comité de direction. Donc oui, toute la stratégie de croissance par acquisition, développer une nouvelle niche de services. On trouvait que ça prenait une personne vraiment dédiée à jouer ce rôle-là. C'est Steve Fizet chez nous, qui est notre CSO, notre Chief Strategy Officer, chef de la direction stratégique. Donc, c'est vraiment quelque chose au niveau de la croissance stratégique. Donc, c'est un rôle qui s'est additionné au comité de direction. Ça vaut la peine, justement. Il ne faut pas avoir peur. Absolument. Parce que de conduire une acquisition, trouver les bons marchés, trouver les bonnes expertises, développer ces relations-là, le due diligence,
la valorisation de l'entreprise, l'intégration. Tout ce suivi-là, c'est un rôle important qui demande beaucoup de temps. Donc, au début, ça se jouait un petit peu. Ça a la fesse gauche. On n'avait pas une personne dédiée. On avait nos leaders de secteur, nos EVP de secteur qui amenaient des opportunités. Mais ça prenait une personne vraiment pour être un porteur de ballon, qui travaille naturellement en collégialité avec chacun des secteurs. Mais qui a cette vision-là stratégique de c'est où les besoins, puis tout ça dans le modèle matriciel d'unité d'affaires, d'expertise. Bâtir le fameux plan de M&A, de fusion-acquisition que je parlais tout à l'heure, bien, ça s'est fait à travers son travail et naturellement ceux des secteurs. Quand on regarde, on a un grand plan qu'on a appelé Destination 2027, là, qui est un plan de croissance sur 5 ans, plan stratégique sur 5 ans. Et puis, naturellement, chacun de nos secteurs d'activité, nos EVP, bien, ont participé avec notre Chief Strategy Officer pour développer ce programme-là. Donc, où sont les marchés, où sont les expertises, les géographies qu'on devrait combler. Puis on a bâti un plan comme matriciel de fusion-acquisition et c'est vraiment les niches. Pour ça, quand tu dis chirurgical, c'est vraiment... ça fait partie du grand plan. Exactement. Et après ça, mais c'est bon parce que, tu sais, souvent, c'est un rôle qu'on ne voit pas souvent. Là. On voit plus dans la grande, comme, mettons, la grande entreprise, mais c'est un rôle essentiel si tu veux supporter ton plan de croissance, justement, puis atteindre tes objectifs. Absolument. Un autre rôle aussi qui a été ajouté dans les dernières années, c'est celui du, on appelle ça un CPO, le Chief Practice Project Officer. J'aime beaucoup dire... practice and project, mais practice est important parce que chef de la pratique d'affaires, on parlait d'exécution, on parlait d'optimisation tout à l'heure. C'est un rôle qu'on n'avait pas. Donc, s'assurer qu'on a les bons processus, qu'on a les bons outils, que, dans le fond, même le data, que l'ensemble du data de projet est bien, je pourrais dire... Organisé, tout ça. Et bien enregistré. On peut avoir accès à l'information d'une manière efficace. Donc, tous ces processus-là sont importants. C'est quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque. Puis en mettant ça en place, mais naturellement, on était en train d'implanter un nouveau ERP. Donc, puis non seulement un nouveau ERP, oui, ça, c'est la partie, je dirais, solution c'est la fondation technologique, mais on est aussi en train de développer un nouveau modèle d'affaires. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implanter... Excusez-moi, on va implanter autant un nouvel outil technologique qu'un nouveau modèle opérationnel. Puis, toutes ces nouvelles pratiques-là, bien naturellement, c'est pour être en mesure d'offrir la plus grande excellence sur nos projets et d'être le plus optimal possible. On a 41 bureaux, comme on dit, à travers le Canada. Comment on peut créer la plus grande collaboration, la plus grande synergie, faire contribuer les meilleures expertises coast to coast sur des projets. On a des outils technologiques, on a des plateformes virtuelles dans lesquelles on peut travailler qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Mais aussi, il faut que le modèle le favorise. Il faut que les processus, que les outils le favorisent. Puis ça, c'est un grand mandat, une grande initiative qui est pilotée par notre CPO actuellement. Le Go Live est prévu cette année. Puis ce modèle-là, le nouveau modèle, c'est vraiment un modèle pour nous permettre travailler plus en équipe. Une belle collaboration d'intelligence collective, standardiser les meilleures pratiques, c'est vraiment tout ça. Même la gestion de la performance, la revue des résultats, tout mettre ça d'une manière beaucoup plus collective qu'individuelle par silo pour justement s'assurer que l'ensemble des gens travaillent en collectivité et non pas en compétition. Fait que là, on a compris les domaines. On a compris les domaines et le volet, tu sais, marché, expertise, dans un modèle en fait, matriciel que j'appelle un peu à ma façon. Mais puis là, on a vu un peu la structure. Fait qu'il y a deux fonctions. Puis tu sais, je pense aux plus petites PME. Si tu veux faire des fusions-acquisitions, qui est imputable? Juste des fois, tu sais, ah oui, je veux d'en faire, oui, mais c'est un petit peu tout le monde dans l'organisation. Tu ne peux pas avoir quelqu'un à temps plein qui est imputable. Et qui est en charge, justement, de standardiser tes meilleures pratiques? T'sais, juste retenir ça, là, de se poser ces deux questions-là, parce que souvent, ça, il n'y a pas personne qui est imputable dans les organisations. Puis ça se fait un petit peu sur le tas, puis il n'y a pas d'excellence non plus. Je dirais que, tu sais, oui, c'est important. Ça reste quand même un travail d'équipe. Autant notre CSO que notre CPO, oui, ont un mandat, sont imputables. C'est un des chantiers, leur chantier important à conduire. Mais j'aime toujours avoir un sponsor en arrière d'une acquisition, parce qu'une acquisition va finir dans un secteur d'affaires proprement dit. Donc, c'est un travail d'équipe. Donc, oui, il y a un travail de fond à travailler par notre chief stratégie pour s'assurer qu'on va chercher les bons domaines d'expertise, mais aussi
le EVP du secteur pour l'intégrer, s'assurer que ça rentre à l'intérieur de son équipe, que ça va créer les synergies attendues. Toute cette intégration-là est importante. Donc, c'est vraiment un Qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi, juste pour nos auditeurs, le EVP, c'est quoi la définition? Executive Vice President. C'est un premier vice-président de ligne d'affaires. De la ligne d'affaires. Parfait. OK. Juste pour être sûr, parce que des fois, on est dans notre jargon. OK. Fait que ça, on a ça. Et là, dans le fond, on a vu les domaines. Maintenant, avant de débuter l'entrevue, on parlait justement que vous participez à des gros projets d'infrastructure au Canada, des beaux projets signature. Vous avez gagné aussi des prix. Fait que j'aimerais ça que tu me parles de ça pour comme peut-être rendre concret la bonne exécution. Là, on comprend l'interne et le fonctionnement, mais le résultat ou le livrable, parle-moi des projets signature. Des projets signature, il y en a plusieurs, mais je pense qu'un projet qui, dans les dernières années, a fait beaucoup parler, qui est transformationnel, qui rentre dans ce qu'on appelle notre chaîne de valeur durable. Nous, dans notre plan stratégique, on a des objectifs financiers, certes, mais on a ce qu'on appelle notre chaîne de valeur durable, qui est une chaîne de valeur financière, sociale et environnementale. Beaucoup de projets qui se qualifient à l'intérieur de cette chaîne de valeur-là. Puis il y a un projet sur lequel on a travaillé, on travaille depuis plusieurs années, là, qui a été livré. Bien, la première portion a été livrée, puis les prochaines s'en viennent. C'est le REM, donc tout le réseau électrifié, dans le fond, le train électrique qui relie Brossard à Montréal actuellement. Projet sur lequel on a travaillé depuis les tout débuts, ça fait plusieurs années. Qui a gagné un prix de la FIDIC. C'est un prix international. Il y a eu, dans le fond, le congrès, ou dans le fond, l'événement a eu lieu à Genève l'année passée. On a reçu un prix pour ce projet-là. Je pense que c'est la seule firme canadienne qui a reçu un prix émis par la FIDIC. Donc, c'est vraiment un projet dans lequel on est très fiers. Puis, naturellement, il vient en aide toute la décarbonisation de l'économie qu'on parlait, toute la partie sociale aussi, pour pouvoir démocratiser le transport de plusieurs personnes. Oui. Donc, c'est un projet dans lequel on est très fiers. On a travaillé sur plusieurs projets hydroélectriques au Québec. On est un très grand fournisseur d'Hydro-Québec, donc des projets qui aussi viennent en aide à toute la transition énergétique. Travailler sur des grands projets, même dans l'Ouest canadien. Je ne veux pas juste parler du Québec. Oui. Le Québec a des très grands projets, mais je veux juste finir au Québec. Le nouvel hôpital du CHUM, le nouveau hôpital, le CUSM, tous des projets dans lesquels on était des grands participants. Des projets transformationnels, vraiment, là, de l'image de Montréal, du Québec également, l'Enfant Jésus, plusieurs projets sur lesquels on a été impliqués. L'Ouest canadien, l'Ontario, c'est des endroits, ça fait peut-être 10-15 ans qu'on est présent. On n'a pas la même notoriété encore qu'on peut l'avoir au Québec. Mais c'est des projets de grande envergure qu'on travaille. On a été qualifié pour signer un contrat cadre de plusieurs années avec BC Hydro, par exemple. Donc, l'expertise qu'on a développée au Québec avec Hydro-Québec nous a permis de pouvoir se qualifier des grands projets de lignes de transport pour amener de l'énergie hydroélectrique depuis des centres urbains vers d'autres centres. Donc, on est vraiment à travailler sur de très grands projets à travers le pays. Puis je suis en train justement de faire une tournée annuelle. À toutes les années, je fais une tournée de l'ensemble de nos bureaux à travers le Canada. Donc, ça me prend beaucoup de temps. Mais ça me permet aussi de connaître l'ensemble des projets qu'on fait. Oui. Pas juste dans un backlog là, ou dans un carnet de commandes que tu vois le nom et les honoraires y étant associés, mais les gens viennent présenter les projets. Donc, je suis là. Puis les gens me présentent leurs projets, la fierté qu'ils ont à faire leurs projets, l'excellence qu'ils ont livrée. Puis j'ai vu des projets, on a des petits bureaux à Saskatoon, par exemple. Mais tout l'aspect du modèle d'affaires, de collaboration, bien, c'est des projets de très grande envergure qu'on a été capable de réaliser localement avec, je dirais, un networking que les gens ont développé à travers l'ensemble du Canada pour aller chercher les expertises où elles sont et livrer des projets d'envergure, même dans des endroits où notre workforce est beaucoup plus petit. Donc, moi, quand je fais le tour de ces bureaux-là, puis je vois la réalisation, c'est incroyable. Voir les projets qui sont réalisés là, aux quatre coins du pays. Oui. Puis comment tu décrirais ce succès-là? Parce que on fête les 35 ans cette année, c'est ça, j'ai compris? Oui, exactement, une fondation, oui. Oui, fait que c'est quoi les grands succès ou les leçons apprises, justement? C'est quoi la grande force de CIMA? La grande force de CIMA, je dirais que la culture de l'entreprise mentionnait que
la plus grande firme d'ingénierie conseil multidisciplinaire au Canada, vraiment à capital fermé, là, ce qu'on appelle une employee-owned company. Donc, l'ensemble de la compagnie appartient à ses créateurs de valeur, à ses employés, ses associés délégués. Je pense que c'est notre... moi, j'appelle ça le driving force, là, le moteur vraiment de croissance qu'on a, le différenciateur premier. Les gens chez nous sont invités, quand ils le veulent, quand ils se commettent, quand ils veulent créer de la valeur, de pouvoir bénéficier, dans le fond, de la valeur qu'ils créent. Donc ça, je pense vraiment que c'est une proposition de valeur qui est distinctive. Puis ça fait toute la différence parce qu'une personne, je crois, qui travaille en étant propriétaire à certains niveaux, va en donner plus. Elle travaille pour elle-même, elle travaille pour sa poche à certains endroits, à un certain endroit. Donc, je pense que c'est un différenciateur qui est important qu'on veut garder, qui a participé beaucoup à notre croissance des 35 dernières années. Oui, on a un plan d'M&A. Ça fait quelques années qu'on l'a mis en place. Ça correspond ou ça participe à une partie de notre croissance, nichée, comme on a parlé un peu de notre programme. Mais la grande partie de notre croissance demeure organique. Demeure organique parce qu'on a un plan, on a une proposition de valeur qui est différente, qu'on est capable d'aller chercher les meilleurs talents, de dire, si tu viens chez nous et tu investis, voici le retour. Tu travailles pour toi, voici ce que tu vas bénéficier de la richesse que tu crées. Puis elle n'est pas envoyée au marché du capital, un marché ouvert, elle reste à l'intérieur de l'entreprise. Donc, je pense que c'est un driving force qui est vraiment important, qui a fait en sorte qu'il a participé à notre essor, puis à l'excellence des... à l'excellence. Le modèle, justement, parle-nous un peu du modèle d'actionnariat, puis comment tu vois l'évolution de ça? Oui. Le modèle d'actionnariat, il faut comprendre que, mettons, il y a 35 ans, moi, quand je suis entré, ça fait pas 35 ans, mais une vingtaine d'années, c'était une société en nom collectif, donc vraiment un partnership. Dans lequel il y avait une valeur nominale d'action qui ne grandissait pas avec le temps. Elle demeurait toujours la même. Puis, naturellement, une entreprise, une société non collective, l'ensemble du profit est distribué à travers ses sociétaires sur une base annuelle. Ça a permis de faire des fusions intéressantes dans les premières années dans les premières années de l'existence de CIMA. Naturellement, je dirais le landscape ou le paysage économique extérieur a changé. Puis à ce moment-là, on a changé il y a peut-être 7-8 ans, notre modèle SENC pour une incorporation. C'est incorporé. On a valorisé ce qu'on appelle la valeur de l'action à un certain niveau en gardant un escompte interne pour favoriser toujours cet rachat-là interne. On ne voulait pas ouvrir le capital. On ne l'a pas ouvert. Mais l'effervescence du marché, de l'ingénierie, une grande demande. On parle de transition énergétique, on parle de changement climatique, de la démographie grandissante. Donc, tout ça amène, vétusté des infrastructures, amène une très, très grande demande. Offre et demande, naturellement. Le monde financier est devenu de plus en plus présent dans l'industrie du génie conseil. Ça a créé une valorisation importante de la valeur de l'action, ce qui est bien. Je pense que nos actionnaires actuellement ont pu faire grandir la valeur de leur portefeuille. Mais ça amène un autre enjeu. L'autre enjeu, c'est que la valeur de l'action prend une tangente qui est plus difficile à pouvoir favoriser le maintien du modèle actuel puis de s'assurer que la nouvelle génération peut racheter la génération qui vend. Oui. Donc, on a mis des mesures pour le favoriser. Mais si on veut le maintenir, ça va prendre un changement peut-être plus structurel. Puis, c'est ce qu'on est en train d'évaluer. Moi, le comité de direction, on a travaillé avec beaucoup d'experts. On a regardé plusieurs modèles à capital fermé, employee-owned, qui existent à travers l'Amérique du Nord pour développer le nôtre. Et puis, dans le fond, je pense que c'est une force qu'on veut garder, être en mesure de pouvoir garder un modèle distinctif. Où est-ce qu'on peut se partager la valeur, garder une proposition de valeur, où est-ce qu'on va attirer les meilleurs talents, on va les faire grandir. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans ce modèle-là. Je pense que je suis devenu la personne, l'homme que je suis à travers ce modèle-là. J'ai eu la chance de pouvoir acheter des actions de valeur qui étaient accessibles, la faire grandir. Je vais offrir la même possibilité à la nouvelle génération. Puis je pense que si on le fait, ça va permettre à CIMA de demeurer qui elle est. Et puis, ça va permettre aussi d'aller chercher des grands talents. Puis c'est à travers les talents que la croissance démarre. Donc, oui, le marché peut être intéressant, mais si tu n'as pas les gens, si tu n'as pas le talent pour réaliser ces projets-là, si tu n'es pas capable de les attirer, tu ne l'auras pas, la croissance. Elle part de l'humain. Puis, je pense notre slogan, c'est l'humain au centre de l'ingénierie. Donc, le modèle est au centre de l'humain. Puis, attirer ces talents-là passe par ce modèle-là. Puis je pense qu'on a une bonne idée
on a un bon concept, un bon modèle qu'on a présenté les grandes lignes Puis, dernièrement. tu sais, dans le fond, l'idée, c'est de le rendre soutenable et à long terme, périn à long terme. périn et durable pour les années à venir. À long terme, oui, c'est intéressant parce que on n'en voit pas tant, non, de modèles comme ça. Il y en a beaucoup moins. C'est sûr qu'il fut un temps que l'ingénierie, l'ingénierie conseil, beaucoup de sociétés en nom collectif, donc oui, étant en capital fermé. Il y a une grande consolidation de l'industrie qui s'est faite dans les dernières années. Pour l'offre et la demande que je parle, l'arrivée de ce qu'on appelle de private equity, plus d'investisseurs externes dans le paysage de l'ingénierie. Donc, naturellement, l'offre et la demande, ça a fait augmenter la valeur des entreprises. D'autres entreprises ont vécu un peu le même défi dans lequel on est actuellement, de s'assurer que les gens peuvent racheter au fil du temps. Donc, il y a eu beaucoup d'entreprises qui, le plan de succession n'était peut-être pas en place, ou n'ont pas eu le temps de le mettre en place. Puis, à un moment donné, ça prend, comme j'appelle, un exit. Puis, il y a eu beaucoup d'entreprises qui, dans le fond, ont participé à ce que j'appelle une consolidation de l'industrie. Donc, nous, de notre côté, on est rendu 3500. Comment on peut se permettre de tomber à 5 000, à 10 000 en gardant le capital fermé, c'est, dans le fond, ce qu'on C'est un beau défi, mais c'est ce place. que vous voulez. Exactement. Fait que la vision long terme, c'est ça. La vision, c'est de pouvoir continuer à l'intérieur de ce modèle-là. Seulement, c'est un défi. Mais t'aimes ça, les défis, toi? J'aime les défis. Moi, j'aime les défis. J'aime surmonter les obstacles. Ça en est un. Puis je pense qu'on est en mesure de pouvoir trouver une façon de le faire. Puis c'est sur quoi on travaille actuellement. On travaille. Parce que tu as parlé un peu de la culture. Puis tu sais, c'est toujours un peu ça le défi de... Puis là, je veux qu'on fasse un lien culture, intelligence artificielle, mais tu sais, puis outils, là, mais... Tu sais, c'est toujours un défi quand tu as 41 bureaux de faire vivre la culture CIMA. Alors, quelles sont les initiatives que vous faites pour être capable de dire la culture, elle est forte? Fait que oui, il y a le modèle d'actionnaire qui aide énormément, donc tu es partie prenante de l'organisation. Mais peux-tu nous donner d'autres choses que vous faites en termes de meilleures pratiques? Et après ça, je veux qu'on parle d'intelligence artificielle, faire le lien avec les outils. Oui. Bien, la culture, c'est quelque chose de très important. Tu as raison qu'au niveau du modèle d'actionnariat, c'est important, c'est un distinctif. Mais je dirais qu'on a une culture, moi j'appelle ça une grande entreprise avec un cœur familial. Okay. Moi, je te disais, je fais le tour de l'ensemble des bureaux sur une base annuelle. Je m'assure de rencontrer l'ensemble des employés, discuter avec eux. L'ensemble du comité de direction font la même chose. On a cette proximité-là. Je pense que la culture d'entreprise, beaucoup de programmes de développement interne, on a beaucoup de programmes dans lesquels on veut s'assurer que on parle d'excellence, on a un modèle de leadership. On a développé un modèle de leadership. On veut qu'il soit bien compris. On l'offre. C'est de la formation qu'on a. Pas juste de la formation en ligne, là. Vraiment des programmes de formation interne. On a un groupe de développement organisationnel interne qui, année après année, fait des cohortes pour s'assurer que, dans le fond, que les meilleures pratiques sont connues, la culture de CIMA est connue, c'est quoi le modèle de leadership. Donc, toute cette effervescence-là, de créer ces cohortes-là, de mettre des gens ensemble. Pas du même bureau, là, des gens de différents bureaux, de différentes expertises, de différents secteurs, faire en sorte qu'on crée ce réseautage-là, ce networking-là. Puis, la famille grandit, donc, et plus les gens se connaissent, plus les gens peuvent participer aussi à la croissance, participer aussi au développement de l'organisation à travers ces plans de formation-là. Mais je pense que c'est ce qui permet aussi de garder la culture de l'entreprise, même si on grandit. Puis c'est drôle, parce que quand je fais la tournée des bureaux, c'est toujours des thèmes récurrents. Tu vas me parler d'intelligence artificielle. Certes, les gens sont intéressés à voir... comment on évolue bien, ce qu'on met en place, mais il y a toujours des craintes qui sont partagées. Puis la culture, l'érosion du sentiment familial, c'est une crainte que j'entends souvent de la part des gens. Moi, je dis toujours, on n'aime jamais assez. Quand t'aimes un cœur ne finit jamais d'aimer parce qu'il y a plus de monde. Puis tant qu'on est capable de continuer à avoir ce rapprochement-là, de pouvoir se parler, nous, dans le fond, une chose qui est importante dans la culture, c'est que le plan stratégique, les grandes décisions, le nouveau modèle d'affaires, la partie consultation est importante. Chez CIMA, des fois, pour avancer, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais le buy-in est là.
Oui. Un coup que la décision est prise, Oui. ça avance. Donc, souvent, des gens qui rentrent chez nous, qui viennent de la grande entreprise ailleurs, ils vont me dire, écoute, c'est donc bien long, des fois, prendre une décision où il y a donc bien de parties prenantes, il y a donc bien de la consultation, il y a plusieurs comités qui... Mais les gens font partie de la décision. Puis quand les gens font partie de la décision, bien, elle est embrassée. Le changement est embrassé. La résistance au changement est moindre aussi, tu sais. Le ERP, le nouveau modèle d'affaires, là, ça fait 3 ans sur lequel on le travaille. Puis on a fait des pas en arrière, des pas en avant, des pas en arrière, parce qu'on voulait s'assurer que ce qu'on allait mettre en place allait répondre. Oui. À plus à la majorité des gens. On peut dire qu'on peut satisfaire tout le monde. Non, mais il quand même. Il y a une participation importante, même au comité de direction. Tu as vécu quelques rencontres avec nous. La même dynamique est en place. Toujours. Puis un autre concept de Jim Collins qu'on a mis en place, les brutal facts. Moi, j'aime la transparence. Moi, j'aime discuter des choses. Ça ne va pas toujours bien dans l'entreprise, puis ça ne va pas toujours bien dans les relations. Puis il faut avoir le courage d'en discuter ensemble. Puis moi, j'encourage cette discussion-là. J'encourage des discussions des fois plus sensibles. On l'a au niveau de notre comité de direction, puis j'en suis super, super fier. Ça nous aide à être plus forts en équipe. Puis on encourage la même chose dans l'ensemble de nos unités d'affaires. Oui. Puis cette transparence-là, cette discussion-là, ces forums d'échange, de consultation amènent différentes dynamiques. Puis je pense que ça permet aussi d'aller chercher les meilleures idées, de faire avancer les meilleurs plans. Puis éventuellement, bien, c'est ce qui crée la culture d'entreprise. C'est pas juste patriarcal. Je fais le parallèle avec un papa de famille qui dit on fait ça, ou qu'il y a un conseil de famille, puis où est-ce qu'on s'en va en vacances. Bien, nous, on s'en va en vacances où ensemble? C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis c'est vrai, puis ça se ressent, tu sais, ça se ressent. Puis je le vois que, tu sais, quand j'étais avec vous, tu sais, il y a aucun... tout le monde a envie de dire son opinion. Oui. Tout le monde se sent à l'aise de dire son opinion. Et toi, tu n'as pas peur d'être vulnérable et de dire, OK, regardez, là, on se dit les vraies affaires, c'est quoi nos faits brutaux, sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qu'on peut challenger. Mais comme je disais, tu arrives hyper préparé et réfléchi, mais tu es ouvert au changement pour te faire challenger. Absolument. Et parce que tu as réfléchi, au moins tu arrives avec quelque chose, tu leur proposes. Tu n'arrives pas avec la recette, mais tu arrives avec des idées de grandes orientations qui viennent de ta consultation, de ta proximité terrain que tu as. Fait que, tu sais, c'est vraiment intéressant de voir ça, de dire que tu n'es pas dans tes plafonds de verre, là, tu sais, tout seul dans ton bureau. Fait que ça, c'est une belle chose. Et là, on va parler un peu peut-être de l'impact de l'intelligence artificielle, parce que, tu sais, c'est le gros sujet de l'heure. Et je ne sais pas si tu as vu ça dans tes consultations dans les dernières semaines. Est-ce que les gens ont peur de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'ils l'embrassent? Comment vous voyez ça chez Stima? C'est drôle parce que il y a comme deux courants de pensée ou deux visions. Il y a des gens qui trouvent que ça va pas assez vite, puis il y a des gens qui ont peur que ça aille trop vite. Oui. Donc, dans la tournée, dans les discussions qu'on a, il peut y avoir un sentiment d'inquiétude à certains égards, de dire, qu'est-ce qui va arriver sur mon travail? Est-ce que ça met mon travail à risque? Puis il y en a d'autres qui disent, ça va pas assez vite, là, on prend trop de temps, puis on va être en arrière de la parade. Moi, l'intelligence artificielle, la manière qu'on le voit, moi, l'équipe de direction chez nous, on a mis en place ce qu'on appelle dans les dernières années là, notre chaîne digitale, notre chaîne de valeur digitale. On a plusieurs groupes qui peuvent y participer. Je disais tantôt, on a un groupe en automatisation, solutions numériques, notre groupe de TI, pratiques d'affaires. Donc, naturellement, notre intention, c'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Puis on a commencé, mais comme un complément, là, un outil à la tâche pour nos ressources. Donc, le but, c'est pas de remplacer le travail de quelqu'un par dans le fond, l'intelligence artificielle. C'est plus donner les bons outils pour l'aider à être plus efficient dans le travail qu'il fait. On est dans une pénurie de main-d'œuvre. On parlait d'une demande incroyable dans les années à venir du niveau de l'ingénierie. Donc, moi, je vois pas aucunement un enjeu à savoir est-ce qu'on va mettre des gens à pied ou est-ce que... Aucunement. On est en recherche de talent. On va toujours en avoir beaucoup. On va avoir besoin de talent. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'assurer qu'on leur donne les meilleurs outils pour offrir la meilleure excellence et qu'ils soient en mesure de pouvoir travailler toujours de la meilleure manière avec la meilleure technologie. Donc, c'est comme ça qu'on veut utiliser l'intelligence artificielle. On parlait du data tout à l'heure. Nous, la manière qu'on veut travailler avec l'intelligence artificielle, il y a comme 2 volets aussi, 2 segments. Le premier segment, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir comme solution additionnelle à nos clients directement.
Donc, ça, c'est le direct, j'appelle le client facing ou le direct front client. Là. Et il y a aussi la partie transversale. On parlait de pratique d'affaires tout à l'heure, nos fameux secteurs transversaux. Donc, comment on est capable de développer des solutions pour optimiser nos processus de réalisation de projets dans chacune de nos lignes d'affaires. Puis là, il faut comprendre que les idées viennent des lignes d'affaires. Donc, il faut qu'on soit en mesure de capter, dans le fond, l'ensemble des besoins, des possibilités, puis de faire une certaine priorisation. Donc, tout est là. C'est là la chaîne de gouvernance qu'on a mis en place, c'est que chacun de nos lignes d'affaires, voici ce que je pense qui pourrait être applicable. Et à travers le grand échiquier de nos talents, de les saisir, ce qu'on appelle les low-hanging fruit, puis de développer des solutions qui vont nous permettre de pouvoir faire les choses différemment. Je prends un exemple. Des fois, souvent, on a des projets d'inspection de lampadaires d'éclairage, par exemple. Donc, la manière traditionnelle de le faire, si on fait une vétusté, puis à savoir s'il y a des choses à réparer, tu as des gens qui se promènent dans une nacelle, puis qui prennent des photos, qui regardent l'état de dégradation, peut-être des équipements, reviennent au bureau, rentrent l'ensemble du data à l'intérieur d'un logiciel, préparent des rapports. Développer une solution qui a été développée, c'est par exemple, on peut le faire avec un drone qui va prendre l'ensemble de l'information, qui va pouvoir la rentrer d'une façon automatique à l'intérieur d'un algorithme intelligent qui, en fonction d'un certain niveau de vétusté, sait, en fonction des rapports qu'on a faits, d'une expertise d'ingénieur préalable, voici les actions qui doivent être posées. Mais tout ce travail-là peut être fait déjà avec un algorithme d'intelligence artificielle. Donc, il a déjà pris en considération, voici le niveau d'utilité, en fonction de l'ensemble des rapports similaires qui ont été faits précédemment, voici les actions qui devraient être posées. Et naturellement, le tout est revu à la fin par un ingénieur pour s'assurer que, dans le fond, ce que nous recommande l'intelligence est vraiment l'action à poser. Puis il y a aussi une responsabilité professionnelle à la fin à prendre. Mais c'est toutes des manières de développer des choses qui vont nous permettre de pouvoir accélérer le travail des individus. Donc, au lieu d'être dans la nacelle, proprement dit, il va prendre l'information d'une nouvelle manière, il va la synthétiser, il va l'analyser d'une manière différente. Donc, c'est comme ça qu'on voit vraiment l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos activités. Puis, tu as un CTO aussi qui est en place. Exact. Oui, c'est ça. Donc, tu as une fonction aussi qui est en charge de la technologie. On a une fonction, oui. Naturellement, on a un groupe on a un groupe de TI. Donc, ils ont un rôle important à jouer. Mais les TI, nous, on aime la collaboration. Donc, j'aime toujours aller chercher les éléments aux endroits où est-ce qu'ils siègent. Je pense que c'est comme ça qu'on travaille bien dans l'ensemble de nos secteurs aussi. Puis nos gens en solutions numériques, ils viennent travailler aussi de concert avec nos gens de TI. Donc, oui, la structure TI est importante. Comment on peut développer les solutions numériques est importante. Puis nos secteurs, pour s'assurer que ça répond à leurs besoins. Donc, c'est un travail de collaboration. Un travail de collaboration. Puis, y a-tu quelque chose, Denis, que tu aurais aimé qu'on parle, qu'on n'a pas peut-être adressé par rapport à l'histoire de Cima? J'essaie de faire le tour de ce que je pensais. Ou y a-tu un message, en fait, que tu veux nous laisser? Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Déjà? Je te jure, c'est fou, hein? c'est fou. Mais y a-tu quelque chose qu'on devrait, tu sais, dans tout ça? Parce que là, ce que je comprends, mettons, je résume un peu Cima. Cima, c'est une culture de collaboration pour atteindre l'excellence. Oui. Carrément. Et l'impact. Et de partage. Et l'impact, on est beaucoup aussi sur la valeur pour sauver la planète aussi, tu sais, d'avoir, tu sais, de toute la notion de développement durable, ces choses-là, l'environnement. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le plus important? Là? Puis là, je pense peut-être qu'on a des gens qui sont en service conseil, en ingénierie. Ou c'est quoi le message que tu as envie de laisser? Je vous dirais que je pense tu as touché des bons points. C'est sûr, quand on regarde notre plan stratégique, j'ai parlé de la chaîne de valeur durable qu'on a mis en place. Donc, nos objectifs ne sont pas purement financiers. Là. On a des KPI aussi importants de l'impact qu'on a du côté social, du côté environnemental. Donc, oui, ça, c'est un message important. On travaille pour différentes parties prenantes, puis il n'y a pas un élément financier plus important que l'élément social, l'élément environnemental. Donc, ça, c'est important, notre plan stratégique. Je vous dirais que ce qui est important, c'est, Simone, une chose à retenir, parler de collaboration. Donc, la culture de collaboration est hyper importante.
mais le partage. Je pense qu'on parlait de valeur, le partage de la valeur créée, 500, 550 associés délégués. Je prends juste le comité de direction, plus que 15 du capital action, 85 du reste du capital action est vraiment à l'intérieur des mains des collaborateurs, des gens qui créent la valeur. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, qui nous distingue, qu'on veut garder en place. Quelqu'un qui veut créer de la valeur, il peut y participer, puis on n'est pas dans une consolidation, dans une concentration de valeur. Non, exact. C'est vraiment on parle de famille, bien c'est ça. C'est le partage de la valeur. Venez travailler avec nous, puis vous allez en récolter les bénéfices, puis on est une grande famille qui est capable de pouvoir manger autour de la même table, tout le monde ensemble. Je pense j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est fait avec cœur. Tu sais, tous les gens dans ton équipe de direction, c'est tous des gens passionnés, absolument, impliqués. Puis je remercie en passant. Oui, hein? Équipe extraordinaire. Incroyable, hein? incroyable. Incroyable d'être bien accompagné. Mais toi aussi, tu es extraordinaire. T'es gentil, là. Toi aussi, tu es extraordinaire, Denis, dans ta façon de faire, ta façon de voir les choses, ta façon d'amener le tout. Et je pense que, justement, on n'avait jamais eu personne sur le podcast, une entreprise unique, avec son modèle d'affaires unique, son modèle d'actionnariat, l'importance du partage. Je pense que ça peut donner ou inspirer aussi plusieurs, peut-être, entreprises, justement, en service, de ne pas avoir peur de se réinventer et d'oser, comme vous l'avez si bien fait. Fait que merci d'être une si belle inspiration pour le Québec. Merci de l'invitation. Et le Canada. Gentil, Cléo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à Big Bang, qui est partenaire d'Histoire d'hypercroissance. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, prenez un moment pour vous abonner et nous laisser un commentaire. Cette petite action aura un grand impact car elle nous permet de toucher encore plus d'entrepreneurs passionnés comme vous. À très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante.